Trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Vous êtes à l'écoute des programmes d'Ifriqiya FM sur les fréquences 105.6 FM et 98.4 FM. Je suis en compagnie de Adel. La connexion est établie avec un trésor d'Afrique, un vrai trésor humain, une personne exceptionnelle qui chaque jour tisse des liens entre deux continents, l'Afrique et l'Europe, des liens de solidarité. Présidente de l'association ADDS, elle nous dira ce que ça signifie. Médecin, elle a débuté par le passé une carrière de journaliste reporter. Le terrain l'a emmenée à s'ouvrir à l'humain et à s'investir dans le mouvement associatif afro-africain et afro-européen. Tout a commencé par un simple voyage. C'était en quelle année, Habiba Rihan? Déjà, merci pour cette présentation qui me meut un peu parce que ça parle de moi. Alors, en quelle année? C'était en 2014, au décours d'un premier voyage au Sénégal, où j'ai découvert ce pays et puis j'ai découvert aussi ma volonté d'aider. Désormais, je voulais apporter, entre autres, bien sûr, mon aide. Dans un contexte de solidarité et une aide aussi dans un domaine médical. Ah, tout à fait. Je suis allée en 2014 sous une casquette de solidarité, bien sûr, mais ma fonction m'a rattrapée puisque je suis médecin spécialiste. Mon expertise fait que j'ai pu aider dans ce domaine, bien sûr. Et vous continuez à le faire et à faire de la formation aussi, vous formez. Voilà. Après quelques années de voyage dans ce pays, j'ai découvert la réalité de la santé localement et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, je donnais des soins gracieusement. J'essayais d'aider dans la mesure de mes possibilités par du matériel médical, par la restructuration de quelques centres de santé, mais aussi de former. Une formation qui tourne autour du handicap et qui concerne finalement le monde. Le handicap n'est pas propre à un pays. Il y a une région, il y a un continent et il y a autant de situations de handicap en Europe qu'en Afrique. Et comme c'est mon domaine d'expertise et que mon observation a été telle que il y a des manques dans ce domaine, donc voilà. J'ai formé, je forme et j'espère pouvoir former encore plus dans ce domaine. Alors vous êtes aussi à la tête de l'association ADDS. C'est quoi ADDS? ADDS, c'est l'association que j'ai créée lorsque je suis allée pour la première fois au Sénégal et qui s'intitule donc Action pour le développement durable et solidaire. Oui. Qui est dédiée à l'aide en général. Elle n'était pas destinée forcément à de l'aide médicale, mais forcément il y a du médical, il y a de l'aide dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines. Aider les villages à devenir autonomes en devenant éco-villages, c'est notre objectif principal. Et on y est arrivé pour certains, progressivement, en construisant des puits, en créant des maraîchages, en aidant la population à se mobiliser pour travailler leurs terres et faire de leur environnement quelque chose de productif. Donc on a réussi dans certains domaines, pas dans d'autres complètement. En tout cas, l'aide se poursuit. On en est à plusieurs années d'expérience maintenant dans ce type d'aide, mais parallèlement bien sûr, il y a eu beaucoup d'aides sur le plan de la santé, dont de matériel médical divers, consultations gratuites. Quel type de matériel? Surtout du consommable, très souvent du consommable. Quelques petits matériels, mais pas très lourds, parce qu'il y a la problématique quand même du transport, de l'envoi, du coût de ce transport, mais beaucoup de matériel quand même, très utile, qui a été distribué un peu partout, dans des dispensaires, très souvent dans des dispensaires pour la plupart du temps en temps dans des hôpitaux, parfois à des individus qui ont besoin ponctuellement ou d'une manière un peu plus pérenne de matériel.
Voilà. J'avoue que ça s'est fait d'une manière, au départ, allez, je vais l'exprimer ainsi, artisanale. C'est-à-dire, on prend les choses dans les valises, on les amène, on les distribue. Et puis, progressivement, on en envoie beaucoup par des containers et parfois par avion et on distribue. Mais pas que. Il n'y a pas que la distribution, il y a aussi la réorganisation de structures de santé. Quand on nous le demande, des consultations dans des villages pour apporter un peu notre expertise et essayer d'aider. Et parfois, aider individuellement des personnes qui nous sollicitent parce que les soins n'ont pas été faits pour des raisons économiques très souvent, parfois pour des raisons tout simplement de difficultés diagnostiques, etc. Vous avez parlé de construction depuis, mais aussi vous avez un contact direct avec des écoles, dans le cadre de l'éducation, oui. Tout à fait. Oui. Alors quand on va dans un village, pendant longtemps, ADDS allait dans un seul village situé en Casamance, donc un village enclavé en Casamance. Mais avant d'aller dans ce village, il allait quand même dans des villages au nord et puis essayer d'aider ponctuellement. Mais l'aide la plus importante s'était faite pendant quelques années au niveau de ce village qui s'appelle d'ailleurs, je le cite, Maniora, un très joli village mais très enclavé en Casamance en dessous de la Gambie. Et évidemment, il est impossible d'aller dans un lieu comme celui-ci, peu importe, un village ou une ville, et puis de porter de l'aide que dans un seul secteur. On se retrouve confronté à divers besoins et donc d'aider dans différents domaines. Alors évidemment, on y va pour construire par exemple un puits, on se retrouve à répondre à un besoin de création de maraîchage, on répond à un besoin de femmes qui veulent évoluer économiquement et qui n'ont pas de quoi, donc on les aide à soit créer une boutique, soit travailler dans le maraîchage, etc. Et puis, c'est incontournable, mais on passe toujours par le dispensaire de proximité et il n'est pas un jour où on y est allé sans prendre avec nous du matériel et de le distribuer. Voilà. Donc finalement, même si on y va pour une seule action, on se retrouve en train de faire beaucoup d'actions. La santé y compris, bien sûr. Les puits, ça peut être aussi réhabilitation d'un lieu de culte. Oui. Par exemple, une mosquée ou une église ou un lieu de culte qui a pris de l'âge et on nous le demande et ça nous est arrivé d'aider financièrement à réhabiliter ces lieux-là. Donc voilà, je pense que l'aide est pratiquement dans tous les domaines, là où il y a le besoin. Vous êtes très proche de la société, très proche de la famille, Habiba Rehan, et très très proche de l'enfant et de la femme. Tout à fait, absolument. De l'enfant et de la femme, forcément. Dans nos sociétés africaines, la place de la femme est un peu comme partout dans le monde, mais beaucoup plus en Afrique. Sa place est prépondérante, les enfants sont nombreux, et particularité en Afrique, et plus précisément au Sénégal, c'est beaucoup d'enfants remis parfois volontairement à des structures pour l'objectif dit c'est celui-là, mais après je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Néanmoins, ces enfants vivent dans des structures insalubres, malheureusement, apprennent le Coran, puis le restant de leur journée vont mendier. Donc ça, c'est un coup de cœur de ADDS, entre autres, du docteur Ryan en particulier, et de ADDS en général, c'est le coup de cœur, parce que humainement difficile d'accepter de voir de nos jours en 2025 des enfants, des petits, de 4 ans à 15 ans, aller mendier toute la journée, même si ils apprennent quand même pendant 2 heures de temps ou 1 heure de temps dans la journée le Coran ou voilà. Alors donc sensibilité importante sur ce plan-là et main tendue comme on peut, c'est pas simple. Mais voilà, on essaye d'aider, d'apporter un petit peu d'espoir, un petit peu de sourire, un petit peu de bonnes choses à ces enfants-là, même si c'est très peu suffisant, c'est une goutte d'eau dans un océan. Mais voilà, ADDS veut contribuer à ces gouttes d'eau à la manière du colibri. Voilà, on le fait parallèlement à tout le reste que j'ai cité tout à l'heure, puis, etc. J'ai un souvenir, il y a un enfant, enfin il est adolescent actuellement, que vous avez récupéré à l'époque de ce groupe d'enfants et vous l'avez inscrit à l'école, vous vous êtes chargé de son éducation et vous l'avez rencontré. Et tout à fait. Racontez-moi un peu l'histoire. Effectivement.
C'était une tentative qui a réussi parce que c'est pas toujours facile d'extraire un enfant qui est dans un système, un écosystème, et de le faire évoluer autrement que dans le groupe où il se trouvait. Oui. Et donc on a réussi à le scolariser, enfin, mais l'objectif c'est de scolariser tout le monde, ce qui est très difficile, parce qu'il y a besoin d'argent, on a besoin d'abord de convaincre le maître de ces maisons-là, de ces écoles-là, de laisser l'enfant partir. Et puis de scolariser ces enfants-là, même s'ils restent dans les lieux dans lesquels ils sont, pour y apprendre le Coran. Mais l'idée, le projet, c'est de leur permettre quand même d'aller à l'école, même s'ils restent dans ce système. Oui, qui est un système traditionnel. Absolument. Oui. Qui est apparemment très ancré sur le plan traditionnel et qu'on ne peut pas, nous, venant de l'extérieur, révolutionner quelque chose qui est assez ancré. Ça se fera au fil du temps. Mais on peut y contribuer. On peut y contribuer, chacun de son côté, chacun comme il peut, pour atténuer, on va dire, l'ampleur de ce que je considère comme un réel problème. Comme un réel problème. Aujourd'hui, en 2025 et partout dans le monde, on parle de l'enfant, de l'équilibre de l'enfant, de la qualité de vie de l'enfant, qui est le futur adulte et le futur citoyen. Et quand on voit ça, ça peine tout à chacun, et nous, en tout cas, ça nous touche. C'est très, très délicat comme sujet. C'est très délicat, voilà. Oui, parce que ça rentre donc on n'est pas là. Dans la tradition, ça rentre dans les rites, et il y a le respect de toutes les sociétés, de toutes les pratiques. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, chacun essaye de faire un maximum pour que l'enfant puisse vivre son enfance, bénéficier aussi d'une scolarité. Et de la santé aussi. Et de la santé, parce que surtout. Ce sont des enfants qui, malheureusement, n'ont pas accès à la santé. Et moi, je pars du principe, quel que soit le pays où l'enfant, ne porte aucun regard critique par rapport à ça, voilà. Mais en revanche, je suis très sensible à cette situation. L'enfant d'aujourd'hui est le citoyen de demain. Donc, quand je parle par ailleurs de situation de handicap, je ne cible pas forcément que la maladie. Une situation de handicap n'est pas forcément que la maladie. Ça peut être une situation sociale inconfortable et ça suffit pour mettre la personne, voire l'enfant, en situation de handicap. Donc ma vision de l'handicap est bien plus large que le handicap conséquent d'une problématique de santé. Et dans vos programmes de formation, est-ce que vous abordez ce genre de sujet avec vos étudiants? Tout à fait. Le programme de formation tourne autour du handicap et d'ailleurs il s'appelle formation pour la gestion du handicap. Une gestion large allant de la connaissance du handicap, ce que c'est que le handicap, ce que c'est que la situation de handicap. Ensuite, comment aborder cet handicap, comment le comprendre et puis comment le gérer en fonction des moyens locaux. Alors on peut le gérer avec ce qui existe, mais déjà si on le comprend bien, on peut mieux l'aborder, mieux l'accepter, mieux l'appréhender et forcément mieux le prendre en charge. Après, la problématique des moyens reste à travailler, forcément. On n'est pas tous pareils par rapport aux moyens existants, mais le fait de comprendre la problématique du handicap permet d'aller chercher les moyens, de les créer. Et quand on ne la comprend pas, on ne les cherche pas et on ne les cherche pas. Voilà, donc mon idée, par cette formation, c'est de faire prendre conscience, bien sûr, du handicap et de la situation de handicap, mais aussi de nos capacités, tout être humain, à gérer ce handicap. Et puis, aider à chercher les moyens, bien sûr, et à construire l'écosystème pour pouvoir arriver à l'aide optimale. Et la prise en charge, surtout. Surtout la prise en charge. Vous avez livré plusieurs sessions, c'était au Sénégal? Tout à fait. Voilà, alors j'ai fait quelques sections au Sénégal. Évidemment, j'en fais régulièrement en Europe. Un petit peu en Afrique du Nord, donc en Algérie. Et j'espère développer cette formation et former de plus en plus en Afrique. Le besoin est grand. On ne part pas de zéro en Afrique. Il y a des choses, il y a des initiatives qui sont là, qui sont en cours. Il y a beaucoup de choses de faites, mais ce n'est pas encore suffisant. Alors qu'en Europe, on atteint un peu le summum d'une prise en charge qui, malgré tout, reste suffisante, même en Europe, mais quand même qui est assez évoluée. Il y a beaucoup de choses à faire, je ne dis pas tout à faire, puisque beaucoup d'initiatives ont été déjà réalisées, faites, et elles ont abouti, mais il reste encore un grand chantier si on souhaite créer un véritable écosystème, donc une prise en charge holistique de la personne en situation de handicap en Afrique.
Voilà, le chantier est encore grand et je souhaiterais y contribuer par mes actions, par ma formation et par mon expertise tout simplement que je mets à disposition. Vous êtes membre du groupe des femmes entrepreneurs en Afrique. Vous participez à des colloques, à des rencontres qui sont organisées sur le continent. Membre du FILEF, entre autres, Fondation internationale du leadership et de l'entrepreneuriat au féminin. Et je suis membre aussi du G100, une ONG mondiale de femmes de tous bords, de femmes entrepreneuses et de leadership aussi. Mais cette ONG est internationale, et d'une autre ONG qui s'appelle les SOROP, Soroptimisme, une ONG également de femmes qui sont des femmes qui se battent pour les causes des femmes. Alors vous représentez à la fois l'Algérie, la France et le Sénégal en fait. Alors je suis profondément algérienne, je suis algérienne d'origine, même si je suis née en France, mais je suis algérienne d'origine et j'y ai grandi d'ailleurs, et j'y ai été formée. Et vous avez été journaliste en Algérie? J'étais animatrice, en effet, en même temps que j'étais étudiante, dans les années 80, et j'ai fait un peu de journalisme, effectivement. J'ai fait ma formation principale du métier que je porte aujourd'hui, donc en Algérie. J'en suis fière d'ailleurs, parce que une grande partie de mon expertise vient de ce pays. Mon expérience après s'est faite en Europe, et mon objectif aujourd'hui, c'est de transmettre toute cette expérience maghrébine, européenne, à l'Afrique. Et donc de rapprocher les trois berges, le Maghreb vers l'Afrique et l'Europe. Voici mon objectif, voire mon rêve. Une activité se profile à l'horizon, c'est prévu au mois de décembre. Tout à fait. Alors, je co-organise un sommet international sur la santé sociale et handicap en Afrique. Et le premier sommet se déroulera le 16, 17, 18 à Dakar. Et j'invite toute personne intéressée de près ou de loin par le handicap, voulant soit présenter, parler d'une expérience, soit scientifique dans le domaine, soit tout simplement une expérience humaine à s'inspirer, ou tout simplement venir assister, écouter et s'imprégner de tout ce qui se dira par des participants venant de toute l'Afrique, voire d'Europe. On rappelle les dates. 16, 17, 18 décembre à Dakar. Les 16, 17 et 18 décembre à Dakar. Le sommet international de la santé et du social et handicap. Il y a aussi d'autres activités sur lesquelles vous vous penchez en plus du social. Vous faites connaître l'Afrique à l'Europe. Mon activité, on va dire sociale en Afrique, enfin de cette activité sociale en Afrique, est née une entreprise. Mondial Concept Solutions Sénégal, qui est né de cette volonté d'accompagner les structures locales dans le domaine du handicap, de la santé et de l'inclusion sociale. Donc il y a une société qui aussi, à travers laquelle je forme dans ce domaine, et je propose aussi, je forme et je propose à d'autres de former. À travers cette société aussi, d'essayer de rapprocher l'Afrique avec l'Afrique, c'est-à-dire le Maghreb qui est en Afrique et l'Afrique subsaharienne, et l'Afrique de l'Ouest, par des échanges déjà culturels, scientifiques, surtout scientifiques, dans le domaine du handicap, rapprocher les experts du Maghreb pour venir aider et collaborer avec l'Afrique, et aussi favoriser la commercialisation de matériel médical entre le Maghreb et l'Afrique. Voici un peu l'action de Mondial Concept Solutions Sénégal, qui est une de mes activités aussi, qui est née de tout ce constat de par mon séjour au Sénégal. À propos du matériel médical et paramédical, on vous a rencontré à la dernière foire de Dakar. Vous étiez présente, Absolument. Donc j'ai participé surtout à la foire internationale de Dakar de 2024, et j'espère pouvoir participer à la future en 2025, en décembre. Et c'est là où j'ai découvert le besoin déjà en la matière, donc en la matière de matériel médical. Et j'ai découvert aussi l'ingénierie maghrébine en la matière aussi, en Algérie précisément. J'ai donc rencontré des entreprises de fabrication de matériel très compétitifs avec ce que j'ai connu depuis que je suis en Europe. Je trouvais que c'était intéressant et tout à fait naturel
que de favoriser cette commercialisation Afrique-Afrique, au lieu d'aller chercher le matériel loin en Asie ou loin en Europe, alors qu'aux portes de l'Afrique, on a tout ce qu'il faut. Voici un peu mon projet, c'est d'arriver à favoriser cette commercialisation dans le domaine de la santé. J'espère que le sommet international sur le handicap soit une réussite, que ce dernier puisse ouvrir les portes à l'action, aux actions surtout, non pas au discours, mais aux actions. Il est temps de passer à l'action, de concrétiser petit à petit tout ce qui peut être favorable à la prise en charge du handicap et de la santé, parce qu'il n'est pas handicapé que celui qui est sur fauteuil, mais chacun est susceptible d'être en situation de handicap, ne serait-ce que par la maladie du diabète, ne serait-ce que par cela. La situation de handicap peut être là et entraver la qualité de vie. Donc voilà, c'est pour dire que on est bien plus nombreux qu'on ne pense en situation de handicap. Donc j'espère que ce sommet sera une réussite, pourra ouvrir les portes à tous les projets dont j'ai parlé, c'est-à-dire créer un réel écosystème d'une prise en charge holistique de la personne en situation de handicap, aussi bien sur le plan de la formation, du soin, de la rééducation, la réadaptation, la réinsertion, tout ceci dans un but d'inclusion, pour que le citoyen en situation de handicap africain soit citoyen à part entière, participant à la vie de sa société et de son pays. Évidemment que ce rapprochement Maghreb-Afrique puisse réussir aussi, avec l'aide bien sûr des locaux, car quel que soit le projet qu'on peut apporter, si on n'a pas l'aide des citoyens locaux, cela ne peut pas se faire de manière optimale. Oui, merci beaucoup Habiba Rihan, ça a été un grand plaisir de vous avoir par téléphone. Bonne continuation, on rappelle les dates, les 16, 17 et 18 décembre à Dakar. En tout cas, merci beaucoup. J'étais ravie d'échanger avec vous à ce propos. Merci à la radio algérienne de m'avoir donné cette occasion d'exprimer mes projets et mes actions. Merci beaucoup. Et rendez-vous au studio dès que vous serez à Alger. Bienvenue à vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et bienvenue à nos auditeurs tous les dimanches pour un trésor d'Afrique. Aujourd'hui, c'était Habiba Rihan par téléphone. Un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Ifriqiya FM, la voix africaine.